Aujourd'hui, on va vous parler de Somolto. C'est l'entreprise que j'ai créée le 31 janvier 2020. Une boîte qui a proposé 72 services différents, dont certains qui ne savaient absolument pas faire, mais qui savaient faire, on va dire, sur la théorie. Du coup, j'en viens à notre problématique, qui est de faire rentrer d'argent. On a vraiment utilisé une stratégie de bourrin. Franchement, ça marche bien et j'ai envie de conseiller la stratégie de bourrin à tout le monde. On a appliqué 2 règles. Du coup, c'est taper partout, puis après on verra. Et puis proposer absolument tout, et puis après on verra. Au début, on est un peu too much, on part dans tous les sens, on a plein d'idées. Mais ensuite, à travers ce que le client ou le prospect va capter, et dire attends, ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça j'aime bien, on va pouvoir affiner la chose et taper exactement au bon endroit. Tu sais que t'es pas si con, toi, finalement. Je te remercie, Wesley. Je pense la même chose de C'est le toi. c'est le compliment de la journée, c'est. Soit ils allaient coucher avec le voisin, ou soit ils faisaient eux-mêmes, quoi. C'est exactement ça. Et donc, des fois, je les prenais en train de faire de l'adultère professionnel. Chaque lundi, Systemator vous délivre des retours d'expérience, de l'inspiration et des conseils pratiques pour aider les entrepreneurs à développer leur créativité, leur productivité et leurs revenus. Vous venez d'activer le Systemator. Installez-vous confortablement dans votre nouvelle vie de créateur. Bienvenue dans Systemator, le podcast qui s'engage à ne faire aucune allusion au coronavirus durant toute l'émission. C'est Seb de Somolto.fr et Wesley de wesleyjoachim.com. Salut Wes. Salut Seb, salut à tous. Bon aujourd'hui on est à distance, hein. Enfin pas. Alors non, on s'est engagé à ne pas parler de ça, mais du coup nous enregistrons à distance. Vous savez pourquoi. Aujourd'hui on va vous parler de Somolto. C'est l'entreprise que j'ai créée le 31 janvier 2020 et on va pas en parler pour que je puisse faire ma pub, même si ça va forcément être un peu le cas quand même. Je suis désolé d'avance, mais plutôt raconter un petit peu les premières leçons que je tire de cette expérience entrepreneuriale après un mois d'existence. Parce que en un mois et demi, on a facturé plus de 16 000 euros. Et là, on commence à embaucher. Donc voilà des problématiques que je ne pensais pas avoir avant au moins 8 mois. Donc voilà, quoi, c'est cool. Je suis curieux parce que là, c'est un épisode que Seb a préparé seul de son côté. Moi, je suis en terre inconnue, et enfin ou quasiment inconnue en tout cas. Ça va être sympa de prendre ce rôle de newbie un petit peu et de te poser des questions, d'être curieux et de m'intéresser. Voilà, peut-être pour aider enfin mettre de la position des gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Somolto. C'est ça. Alors après, tu as quand même suivi pas mal de choses qui se passaient, on va dire, avec nous, puisque du coup, je t'en parle un peu toutes les semaines. Mais voilà, c'est vrai qu'on va avoir l'occasion un petit peu d'en parler au bout d'un mois, de vous donner un petit peu les infos que j'ai qui pourraient peut-être vous aider. Voilà. Mais avant tout, Wesley, on a une autre info à faire passer à nos auditeurs. Et oui, d'aller nous mettre, pardon, c'est le matin, 5 étoiles depuis la plateforme de votre choix. Ça nous aide à monter dans les charts, à nous faire connaître. On sait que nous, on n'est pas sur une courbe exponentielle, mais ça augmente petit à petit. Et c'est important de faire passer le message. Voilà, ce qui est contagieux est aussi dans le positif, sans faire d'allusion. Exactement. On reste dans la non-allusion. C'est parti pour notre épisode du jour. Mon cher Wesley, aujourd'hui je vais te raconter l'histoire d'une boîte qui a mis 3 mois avant de se lancer et d'avoir le bon conseil. Une boîte qui a proposé 72 services différents, dont certains qui ne savaient absolument pas faire, mais qui savaient faire, on va dire, sur la théorie. Une boîte qui a inventé d'autres offres pendant ses rendez-vous clients. Une boîte qui a cherché n'importe quelle clientèle sans cibler et se spécialiser, contrairement à ce qu'on conseille à tous nos clients. L'histoire d'une boîte encore qui rêvait d'embaucher son premier employé dans 8 mois et une boîte qui est finalement en train de le faire au bout d'un mois et demi d'une manière semi-contente dans le sens où ouais on est super content et d'un autre côté on est en mode c'est chaud quand même, genre tu commences à avoir des problèmes qui commencent à faire flipper un peu. Voilà, et cette boîte s'appelle Somolto et c'est la boîte que j'ai lancée avec deux grands amis et grands coups de cœur professionnels et amicaux. C'est du coup Camille Chabrou et Axel Janinaz, à qui je fais des bisous, et avec qui j'ai monté ce projet-là. Ouais, c'est vrai que Seb, c'est dans ta bouche depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, Somolto. Seb ne me parle que de ça et de ses chats. Non, C'est j'exagère un ça, peu. tu sais, On parle aussi de t'as genre Systemator. Voilà.
C'est ça. Quand on se voit, il y a 30% de Systemator, 30% ou on va dire 40% de Somolto et 30% des chats. À Mmh, peu près, c'est ça, c'est ça, quoi. c'est ça. Et effectivement, waouh, quel commencement. Ouais, voilà, on voulait parler un petit peu de ça, mais je voulais juste d'abord, parler un petit peu de l'association. En fait, Axel et Camille, c'est des gens que j'ai connus à l'époque où j'ai monté ma web TV, qui est, un de mes projets les plus fous, mais en même temps le plus foireux, je pense, dans le sens où, j'ai monté une web télévision, dans le jeu vidéo en 2014. On est monté jusqu'à 120 personnes dans l'équipe. Donc, au quotidien, à 22 ans, je gérais 120 personnes dans ce projet associatif. Et c'était fou, quoi. Tu vois, on a fait plein d'événements, des fois à l'autre bout de la France. On avait loué un espèce de minivan où on avait quasi pas de thunes. Donc, du coup, on prenait même pas l'autoroute. On se tapait 13 heures de route alors qu'on aurait pu y être en 7. Euh, on, bidouillait avec du matériel. On achetait du matos en mode bon, si on combine tel matos et tel matos, dans la théorie, ça devrait marcher. Puis au pire, on verra ce qu'on fait. On avait des émissions tous les jours de 18h à 23h en direct avec toute une équipe. Après, sur la plus grosse période, on avait 2 web télévisions actives tous les jours de 16h à 23h. Donc ça représente énormément de travail parce que tu dois trouver des animateurs, tu dois faire en sorte de gérer les plannings, tu dois faire en sorte d'avoir des graphistes, des modérateurs. Enfin, c'était un projet totalement fou et en même temps qui a rapporté à peu près zéro et qui a même plus coûté qu'il n'a rapporté. Mais en même temps, bah, aujourd'hui, même si je l'ai vécu comme un grand échec quand ça s'est arrêté, aujourd'hui, j'ai quand même rencontré ces 2 personnes, Axel et Camille, avec qui on a fait plein d'émissions, avec qui j'ai déjà travaillé par la suite, par le passé, enfin voilà, et du coup maintenant par la suite. Et des personnes aussi avec qui j'ai monté l'autre projet sur le jeu vidéo l'année dernière qui s'appelle iTel FR, qui est une chaîne YouTube où on parle d'un jeu vidéo. Et en fait, Somolto devait démarrer de là, en fait, Wesley. Oui, oui. Donc, pour rappeler un petit peu l'histoire, et c'est pour ça que je vous parlais du bon conseil pour se lancer. En fait, notre idée a été vachement foireuse, Wesley, tu vois, au début. Parce que ce qu'on pensait faire, c'est que notre chaîne YouTube sur le jeu vidéo commençait vraiment à prendre. On a 9000 abonnés à l'heure où on parle. On les a atteints hier date d'enregistrement. Bravo. Bah, c'est cool, c'est cool. Après, tu vois, la courbe, elle s'est clairement écrasée parce que on a eu peut-être les 5000 abonnés en 3-4 mois. Et là, on a mis peut-être 9 mois à atteindre le reste, quoi. C'est le confinement YouTube, ça. Exactement. Mais du coup, voilà, notre idée, en fait, c'était de se dire, créons une boîte pour ce projet-là quand il pourra vraiment se développer à son plein potentiel. Et en attendant, faisons une agence dans laquelle on pourra gérer des clients avec nos différentes compétences. Parce que c'est vrai que bah, moi, je suis indépendant depuis 3 ans, Camille l'est depuis 2 ans, euh, Axel l'était depuis... Enfin, il n'était pas vraiment indépendant, mais il a un statut d'indépendant quand même depuis novembre. Donc voilà, on avait ça en tête. Et puis il y avait 2 autres personnes dans le projet. Il y avait Hugo et une autre personne s'appelait Harold et qui faisait partie de ce projet de chaîne de jeux vidéo. Sauf qu'en fait, on hésitait un petit peu parce qu'on se prenait pas mal la tête sur qui devait avoir quelle part. Parce qu'en fait, sur l'agence, les personnes qui allaient faire le plus de revenus et le plus de tâches, bah, ça allait être Axel, Camille et moi. Et les autres, en théorie, devaient en faire beaucoup moins parce qu'ils étaient plus là pour la partie, on va dire, jeux vidéo. Et du coup, tu vois, on commençait à être dans une espèce d'embrouille de se dire, oui, mais qui mérite? Comment on gère le mérite? Comment est-ce qu'on s'occupe de tout ça? Enfin, c'était vraiment une grosse préoccupation. Et au final, j'ai eu le bon conseil de Davido David, qu'on a eu premier invité de Systemator, et qui m'a dit vous devez absolument pas mélanger les activités. Si aujourd'hui vous montez une agence, vous montez une agence. Vous montez pas un projet autour d'une chaîne YouTube où la moitié des cofondateurs vont rien faire dessus. Mm. Parce que c'est la pire idée, parce que c'est là où vous allez tout complexifier. Vous allez devoir faire des statuts qui vont coûter super cher, faire passer par des avocats, etc. Pas de projet hybride pour commencer. C'est ça. Ça, c'est une belle leçon parce que j'aurais aimé le savoir avant. Pour donner comme info, on a commencé à réfléchir à tout ça au mois de novembre. Donc, au mois de novembre, on a commencé à travailler sur ce projet-là, à faire des brainstorming. Et au final, le nom Somolto est venu d'un brainstorming qu'on a eu tous ensemble avec les 2 autres personnes qui auraient dû cofonder Somolto, en fait. Donc voilà, donc, ils sont aussi responsables du nom. Mais au final, voilà, on s'est rendu compte à la fin, bon, bah, en fait, on a perdu 2 mois de réflexion administrative pour pas grand-chose, mais c'était quand même intéressant là-dessus. Et c'est vrai que
Bon, au final, on a pu faire ça au bon timing puisqu'on a pu se lancer début d'année. Finalement, on se retrouve à 3. On commence du coup à structurer notre projet et finalement, on reporte aussi pas mal de choses, type les packs d'associés. Alors c'est quelque chose, que je recommande pas forcément, mais disons que le pack d'associés permet de dire, en gros, qu'est-ce qui se passe en cas de conflit? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un décès et cetera? Comment se déroule la boîte et c'était un sujet assez complexe parce que c'est assez compliqué à rédiger. Il y a pas mal de choses à savoir, pas faut envisager toutes les possibilités, toutes les situations, donc c'est un petit peu galère et du coup, on s'est dit: «Bon, créons la boîte et de toute façon, s'il y a un problème dans l'année entre nous, c'est que c'est un projet foireux, quoi». Et du coup, on a reporté notre pack d'associés et son écriture, pour dans 6 mois. Par contre, on s'est vraiment mis, tu vois, une deadline. C'est super important, en fait, parce que au début, quand tu commences, à t'associer, bah, tu sais, tu es tout content, tout le monde tout le monde s'aime et tout ça. Mais dès que la situation devient compliquée et que tu dois prendre des situations, des décisions difficiles comme, je sais pas, licencier quelqu'un, comme, ne pas payer, quelqu'un dans l'équipe, en tout cas un des cofondateurs pendant un mois ou en tout cas baisser son salaire. Tu vois, c'est des décisions qui sont difficiles à prendre Ouais. et des décisions aussi stratégiques qui peuvent être difficiles à prendre et du coup, c'est très important en fait de faire ce papier-là, quoi. Ouais, de vraiment poser les bases, quoi. C'est important. Ouais, exactement et nous, on l'a reporté, mais par contre, on s'est vraiment fixé une date. On s'est dit: «OK, à cette date-là, quoi qu'il arrive, dans 6 mois, on le fait». Parce qu'on sait que c'est clé. Donc voilà, on n'a pas voulu trop s'embrouiller là-dessus et puis on a lancé. J'étais assez surpris, Wesley, parce que, tu sais, on raconte que la France, c'est quand même, le pays, des taxes, le pays, de l'administratif qui ne s'arrête pas et ben, j'ai trouvé ça beaucoup plus simple que ce que je pensais, en fait. Mmh. On a mis 2 semaines à créer la boîte. On a été bien accompagnés. On est chez un cabinet qui s'appelle, Goneo, cabinet d'experts comptables et du coup, heu, voilà, on a commencé à travailler avec eux et globalement, ils nous ont fait tous les papiers, tous les statuts. Derrière, on a ouvert notre compte en banque. On est allé chez Conto, qui est une banque en ligne, pour les, indépendants et les entreprises, qui est vraiment bien. Hem et du coup, derrière, ils se sont renvoyés la balle avec le comment dire? Le cabinet comptable et en 2 semaines, c'était fait. On avait les papiers, la structure existait et donc Somolto commence officiellement le 31 janvier, quoi. Ouais, super. Donc Wesley, si un jour tu montes une société, sache que c'est plus simple que les gens veulent te faire croire. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'en France, c'est hyper complexe, il y a une lourdeur administrative, que c'est plus simple dans d'autres pays. Je crois que j'en avais parlé avec, l'autre Sébastien de ma life, Mmh. en tout cas un des plus importants, Sébastien Roger de Nunez, et qui me disait que créer des statuts, parce qu'eux, ils ont créé leur boîte, enfin les statuts ont été déposés en Angleterre, au Royaume-Uni, que c'était émotionnel finalement. Le plus grand cap à franchir était émotionnel, de se dire: «OK, bon allez, on se bouge, on y va, on a créé la boîte dans tel pays, tel statut et on y va à fond», et que les démarches en elles-mêmes ne sont pas si longues et si fastidieuses que ça, mais c'est juste, bah, voilà, c'est juste s'y mettre, quoi. S'y mettre et se dire que ça va, voilà, que ça va demander un minimum de temps et d'éléments à fournir. Il va falloir se creuser un tout petit peu la tête, mais voilà, c'est un peu comme une piqûre chez le médecin, quoi. Voilà, Ouais c'est émotionnellement, boum, la piqûre, ah, terminé. OK. et c'est ça et en fait, il y a quelque chose aussi important, c'est qu'il faut se concentrer sur ce qui est important, quoi. Dans le sens où si tu commences à te concentrer sur le fait que l'administratif, c'est relou, bah, ouais, mais ça fait partie du jeu et si tu tu pas à l'aise avec ça, il faut pas monter de boîte, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est aussi simple que Ouais. ça et puis, c'est aussi pour ça que tu payes de l'accompagnement, tu vois? Nous, notre comptable, on le paye tous les mois, et puis le service est bien, voilà, ils nous ont aidés, ils nous ont fait ça vite, mais j'étais surpris qu'en 2 semaines, ce soit fait, quoi. Moi, je pense m'attendais à un mois, tu vois? Un mois d'attente. Ça me fait penser à un truc d'ailleurs. Quand je devais partir en Nouvelle-Zélande pour mon cursus d'études, ma dernière année de master en échange, donc à l'autre bout du monde, hein, en Nouvelle-Zélande, j'ai appris au dernier moment que j'étais pris, parce qu'il y avait eu une couille administrative, ils avaient oublié d'ajouter mon nom à la liste, tu vois. Je m'appelle Wesley, donc forcément, je devais être en fin d'alphabet, je sais pas ce qui s'est passé. Et un mois avant mon jour d'arrivée supposé, je reçois un mail de l'université d'Otago en Nouvelle-Zélande. C'est au sud de la Nouvelle-Zélande, dans une ville qui s'appelle Dunedin. Et ils me disent: «Bah, monsieur Joachim, qu'est-ce qu'on fait? On vous attend, euh, dites-nous, quoi. Nous, on vous a sélectionné. Est-ce que vous êtes toujours partant?»
Et moi, je contacte ma fac, ils m'ont dit: «Ah bah désolé, on a oublié de vous ajouter à la liste». Et Lol. du coup, c'était le parcours du combattant. J'avais 1 mois et demi. Je sais plus exactement si c'était, en mai ou en juin, mais c'est vraiment, je crois que j'avais, ouais, 1 mois, on va dire, pour, pour tout faire, quoi. J'avais pas de passeport, j'avais pas de visa, j'avais pas le billet d'avion, j'avais pas l'assurance, j'avais pas le logement là-bas. Hem, Sans parler des cours à choisir, et cetera. Et voilà, et je suis allé voir la mairie. En plus, j'étais à Paris, donc l'avantage, c'est que j'étais en stage à Neuilly-sur-Seine. L'avantage, c'est que j'étais à côté de l'ambassade de Nouvelle-Zélande, donc ça, c'était pratique pour le visa. En revanche, pour le passeport, que j'avais pas encore, j'avais 21 ans à l'époque, j'ai dû aller donc me retourner à Lyon, à la ville où j'ai grandi. Et je suis allé les voir et je leur ai dit: «Écoutez, j'ai besoin d'un passeport très rapidement». Et j'y suis allé en même temps que ma sœur qui, elle, faisait faire le sien pour son départ, son échange au Canada. Et je me souviens que le mien, il est arrivé beaucoup plus vite. Pourtant, c'était en pleine période de pont, tu sais, le mois de, je crois que c'était en mai, juin, et voilà. Ah ouais. Et le truc, ils l'ont fait je crois que c'était phénoménal. C'était en peut-être 5 ou 6 jours ouvrés, ils ont fait le document. Comme quoi, hein, quand ils ont la pression, ils peuvent le faire en réalité. C'est juste une question d'urgence et de priorité finalement. Et Et j'étais c'est dans les normal. temps, et le 2 juillet 2011 plutôt, j'étais bien dans l'avion, quoi. Bah, c'est super ça. Mais en fait, voilà, c'est ça, je pense, que c'est une des premières leçons à tirer sur ce côté administratif qui peut faire peur à pas mal de gens. C'est écoutez pas trop les autres, quoi, dans le sens où forcément, tu as toujours des cas particuliers. Moi, enfin, comment dire, je parlerai plus spontanément des problèmes que j'ai eus que des trucs qui sont passés sans accroc, en fait, tu vois. Et en fait, Mmh c'est mh. normal. Et du coup, forcément, ça sélectionne et tu as l'impression, du coup, qu'il y a que des problèmes. En fait, non, ça marche plutôt bien, quoi. Nous, on a eu tout ce qu'il fallait, on n'a pas eu de mauvaises surprises. Ouais. Et puis voilà quoi, tu vois? On a eu les informations en temps en heure. On s'est bien fait accompagner aussi, ça c'est important. Heu, voilà et heu et ça suffit en fait. Ouais, ouais, ouais. Moi, ma conclusion là-dessus serait de dire, bah, c'est important de pas, comme tu dis, de se faire sa propre opinion, de voir les choses telles qu'elles sont, et de pas trop anticiper ce qui va se passer. Parce que, bah, en partant avec un a priori négatif, j'ai l'impression qu'il y a un peu, on confirme ça aussi, c'est-à-dire qu'on part avec un a priori négatif, du coup, on va Mmh. peut-être mal s'adresser à l'administration, et la personne en face, elle va vouloir, bah, du coup, nous faire un peu chier et ralentir le processus. J'en sais rien, mais j'ai l'impression que si tu es neutre vis-à-vis de ça, déjà, tu as peut-être moins d'attentes, donc c'est mieux. Et surtout, ouais, tu fais tu fais ce qu'il y a à faire, tout simplement. Et Oui, la personne aura envie de jouer dans ton camp si elle a un levier, à actionner, et qu'elle peut accélérer le processus de son côté. c'est ça et puis bien trier les infos, les documents aussi importants, ça suffit quoi aussi à bien se structurer. Voilà, ça c'était pour le côté administratif. Donc nous on a créé une SAS, une société à action simplifiée. Alors, tu sais, tu as toujours le choix, SAS, SARL. La différence essentiellement va se faire sur la stratégie que tu veux en termes déjà de fiche de paye, de cotisation, puisqu'en SAS, tu as plus ou moins une vraie fiche de paye quand tu te salaries. Et puis elle va se faire aussi sur les dividendes. C'est-à-dire qu'en gros, en SAS, tu peux, utiliser le bénéfice de fin d'année, pour pouvoir, gagner des sous en plus. Et c'est assez intéressant comme statut. C'est un peu du coup, se payer est plus compliqué mais si tu as vraiment un objectif de scalabilité, c'est-à-dire de d'hypercroissance, c'est ce que nous, on avait défini dès le début et ben, c'est assez intéressant, comme statut, enfin voilà, c'est le statut que nous, en tout cas, on a voulu choisir, par rapport à ça. Donc venons-en au fait, venons-en au plus important. Alors, on a commencé par faire un énorme tableau Excel, en jetant de manière anarchique et chaotique tout ce qu'on savait faire entre Axel, entre Camille et moi-même. Et l'idée, c'est que du coup, on a fait une sorte de tableau où on essaie de lister les prestations, dans quel cadre ça rentrait, de définir des stratégies par prestation. Par exemple, si tu veux vendre sur LinkedIn, bah, tu as toute une stratégie et tout plein d'étapes à mettre en place. Donc, on a détaillé toutes ces étapes-là. On essaie de détailler à la louche combien de temps ça allait nous prendre de faire chaque étape et de mettre un tarif horaire. Et même au début, on avait 2 tarifs horaires, ce qui est un peu bizarre. Mais en gros, on avait un tarif horaire à 40 € et un autre à 70 € en fonction des tâches, si elles étaient répétitives ou pas et si elles étaient capables d'être faites par quelqu'un de qui nécessitait plus de formation ou pas. On avait essayé de qualifier ça de cette façon-là. Et puis, ce qu'on a fait, c'est que on s'est retrouvé avec un tableau, avec plus de 72 offres, quoi, tu vois? Et forcément, on savait que c'était trop, tu vois?
on savait très bien qu'il y avait beaucoup d'infos, mais vu qu'on savait pas trop encore ce qu'on allait proposer aux boîtes et comment on allait le faire, on s'est dit: «C'est pas grave, on va faire comme ça». Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va pas évidemment pas les mettre sur notre site web en mode, choisi Mmh. parce que tu sais, c'est comme si tu allais dans un restaurant et qu'on te disait, «Bon, bah, Mmh. je fais, 200 plats, Ouais, il y bah, a choisis ce que le tu veux». menu fait 14 pages et c'est que pour les plats. Voilà. Et donc du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est, quelque chose de très simple. Hem, les gens prennent un rendez-vous et on les conseille et on leur propose des offres, qui sont adaptées à ce dont ils ont besoin. Et je pensais que ça serait top, tu vois? Donc on a construit un site. Moi, j'ai utilisé un outil qui s'appelait Faced Pages, qui est un petit outil pour créer, des pages web, assez simplement. J'en reviens un peu, mais disons qu'il nous a bien servi, à construire notre 1re page, notre premier site. Et puis on a mis un rendez-vous Calendly, qui est un super outil pour prendre des rendez-vous. Si vous ne l'utilisez pas, que vous ne connaissez pas, je vraiment vous conseille d'aller le voir. Je vous mettrai les liens, dans la description. Et donc en fait, on propose du coup un rendez-vous aux personnes pour qu'elles puissent du coup nous parler un peu de leur boîte, de leurs problématiques et tout ça. Et puis, derrière les conseiller, les orienter vers ce qu'on pourrait faire pour eux. Et je me suis dit: «Bah, du coup, c'est super parce que côté client, c'est hyper simple. De notre côté, c'est plus compliqué parce qu'on a beaucoup d'offres. Mais côté client, bah, c'est super simple, quoi. Tu prends un rendez-vous et c'est tout, quoi. Après, tu attends que les gens te conseillent». Et en fait, ce que je me rends compte en testant l'offre, c'est que, ça marche pas. C'est-à-dire que les gens, hem, ne comprennent pas ce qu'on fait, tu vois? Ne comprennent pas, ce qu'on propose, comprennent pas nos offres, comprennent pas ce qu'ils doivent faire, alors qu'il y a juste un bouton et puis c'est expliqué, genre: «Prenez rendez-vous», quoi. Mmh. Et en fait, j'ai eu la remarque, souvent de gens qui, d'un point de vue graphique, aimaient bien le site, mais, d'un point de vue, sur le fond, comprenaient pas vraiment ce qu'on faisait. Ouais. Et du coup, bah, c'était un peu un problème, quoi, tu vois? Là-dessus, c'est un peu rageant, quoi, de te dire: «Ah, j'ai fait le truc le plus simple du monde pour eux». Moi derrière, je me casse la tête pour, trouver les bonnes solutions et tout ça. Mais au final, la compréhension, elle marche pas. D'où la première leçon: testez et mettez vos propositions, vos idées en face des gens parce que, c'est ce qui, vous donne de la vraie information, quoi. Mmh mh. Le marché, il y a que ça de vrai, quoi, j'ai envie de dire. C'est si on est, purement cartésien, pragmatique, vis-à-vis de la diffusion, d'une offre, bah, ouais, la confronter au marché, c'est lui qui décide. On peut la trouver très bien, accrochée, dans son salon, tu vois, au mur. Mais si on veut que ça marche, ben, on a besoin de convertir, les personnes, intéressées et donc qu'elles comprennent ce qu'on fait. Exactement. Du coup, j'en viens, à, notre problématique, qui est de faire rentrer d'argent, forcément, comme toute boîte. Donc on a beaucoup d'offres, les gens ne comprennent pas forcément ce qu'on fait. Donc comment est-ce qu'on fait rentrer des sous et de nouveaux clients, mon cher Wesley? Eh ben, on a vraiment, utilisé une stratégie de bourrin, pour le coup. Et franchement, ça marche bien et j'ai envie de conseiller la stratégie de bourrin à tout le monde. L'idée, en fait, c'est que par expérience avec 112 ventes, mon projet d'avant, je faisais beaucoup de meet-up, d'événements, de petites conférences, ça soit en ligne ou en présentiel. Et c'était un bon moyen pour, trouver des prospects, trouver des clients. Et c'est ce que j'ai répliqué immédiatement. C'est-à-dire que j'ai contacté le partenaire avec qui je travaille et on a prévu une douzaine d'événements entre janvier et mars. Bon, les derniers viennent d'être annulés, mais globalement, j'ai pu faire, la plupart d'entre eux. Et ça a été, un super, moyen pour trouver des clients très rapidement. Pourquoi? Bah, en fait, organiser des événements, ça a plusieurs avantages. Certes, c'est un peu difficile parce qu'il faut prendre la parole et du coup, bah, voilà, il faut une certaine énergie. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps, dehors, j'ai cramé beaucoup de soirées, à faire ces événements-là. Mais par contre, bah, en fait, au lieu de prospecter un par un, bah, tout d'un coup, tu vois, tu vas être en face de 30 personnes qui vont écouter ce que tu as raconté. Et donc, du coup, la meilleure façon de pouvoir vendre quelque chose qui est un peu difficile à expliquer, typiquement nos 72 offres, et ben là, ça devenait beaucoup, beaucoup plus fluide. Et donc, ça, c'était très intéressant, tu vois, à remarquer. C'est-à-dire qu'en fait, certes, si les gens venaient juste sur notre site web, ils comprenaient pas forcément et ils prenaient pas forcément rendez-vous. Par contre, avec nos événements, il y avait une sorte d'alchimie qui se passait et ils comprenaient sur quoi on pouvait les aider parce que j'avais le temps de développer, mon argumentaire, développer mon sujet. Et les gens trouvaient que c'était, pertinent pour eux ou pas. Et du coup, ceux qui étaient intéressés, du coup derrière, nous contactaient et on prenait rendez-vous, de cette façon-là. Et on a énormément grossi de cette façon.
Ça, c'est cool, hein. Donc, ça s'est fait finalement, IRL et non pas URL. Ça s'est fait en chair et en os plutôt qu'en ligne. Pour vous aider, enfin, en tout cas pour amorcer le décollage. Exactement et honnêtement, on parle beaucoup du online, mais le offline aussi, c'est un levier qui fonctionne toujours extrêmement bien et qui est très puissant parce que tu as les gens en face. Si tu veux du retour direct, il fonctionne très bien. Le téléphone aussi, hein, c'est un peu la même chose. Mais voilà, c'est vraiment des très bons outils. L'organisation d'événements, c'est génial. Alors, faut le mettre en place et tout ça. Mais tu vois, j'ai appris à organiser, beaucoup d'événements en très peu de temps. Et ça aussi, c'est super intéressant parce que souvent, nos premiers événements, tu vois, on va y passer un mois et si on doit en faire un deuxième dans le mois, on va avoir l'impression d'être sous l'eau, d'être surbooké, tu vois ce que je veux dire? Souvent, on me demandait: «Mais comment tu fais pour faire autant d'événements?» Ouais, mais en fait, il suffit d'être organisé, d'avoir des processus qui sont en place. Donc voilà, on développe ça et on se dit: «Bon, on sait pas trop qui cibler encore», tu vois? Nous, en gros, on est une agence, on veut aider les gens à développer leur process de vente et à développer leur marque, mais on sait pas encore trop comment faire et enfin, on sait comment faire, mais on sait pas vraiment à qui proposer et comment le faire. Du coup, on a appliqué, 2 règles. Du coup, c'est taper partout et puis après on verra et puis, proposer absolument tout et puis après on verra et donc, tu vois, taper partout en fait, c'est, tu on nous dit souvent: «Oui, il faut une clientèle précise, il faut une niche, il faut, pouvoir avoir, Une cible bien définie, ouais. c'est ça, il faut être spécialisé et le truc, c'est que c'est des conseils qui marchent pas. Pourquoi? Parce que déjà tout le monde le sait, tout le monde le répète et donc du coup, certes, ça a été contagieux, mais derrière, il y a pas vraiment d'action en face parce que, on dit: «Ouais, c'est cool, je veux être spécialisé, mais comment je le fais? Qu'est-ce que je choisis? J'ai plein de possibilités. Est-ce que je dois spécialiser par mon offre, par ma cible, par, ce que pensent les gens, par leur statut démographique?» et cetera. En fait, la cible, elle s'affine avec le temps. Elle s'affine en faisant et du coup, on a vraiment décidé d'attaquer tous les types de secteurs possibles et puis après de restreindre et en fait, j'ai appris plus tard, que cette stratégie, il y avait un nom, c'était, je crois, la stratégie du double diamant et donc en fait, tu vois une espèce de, losange, qui est coupé en 2 et tu vas, dans la première partie de losange, tracer des lignes un peu de manière chaotique partout et tu vas voir que tu pars du 1er point du losange sur la gauche, Mmh. tu vas dans tous les sens et puis après, dans la deuxième partie de losange, tu vas reprendre toutes ces lignes-là et tu vas les retracer vers la fin du losange. Je sais pas si c'est très, très clair, Mmh. mais Vers l'idée en le point, gros, je vois ce que tu veux dire, c'est ouais. ça. Toutes les lignes à la fin arrivent vers un point précis. Et D'accord. ça, c'est une stratégie que je connaissais pas et que j'ai un peu utilisée, malgré moi. C'est effectivement d'aller voir un peu partout et puis petit à petit, là, on est dans cette phase où on commence à essayer d'affiner un peu plus ce qu'on veut, comment on le veut et cetera. Et du coup, ça nous permet après de recentrer ce qu'on veut, quoi. Et ça, donc ça existe vraiment, la stratégie du losange, c'est un vrai concept du coup, Ouais, je crois que ça s'appelle la stratégie du double diamant. du double Heu, diamant? voilà. Je vous conseille d'aller voir et donc ouais, ça, c'était assez intéressant. Pareil, le fait de tout proposer, bah, ça nous a très vite permis de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on Mmh, sait mmh, pas mmh. faire et qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire aussi. Parce que sur le papier, c'est cool, tu as tout envie de le faire, mais quand tu regardes un Mmh, peu mmh. après, dans la pratique, en fait, il y a des trucs, c'est chiant. Heu, donc du coup, on a arrêté et puis on s'est, heu, on s'est vraiment mis une grosse discipline. C'est-à-dire que, la problématique, c'est qu'Axel et Camille sont à mi-temps. On a un stagiaire avec nous qui s'appelle Hugo, qui est, là, «en alternance» entre guillemets et moi finalement je suis à temps plein et je m'occupais de la prospection et du coup ce qu'on a fait, c'est que très, très vite, par expérience, je leur ai dit: «Bon, il faut absolument qu'on bosse, qu'on prenne vraiment des gros créneaux pour bosser sur la boîte et pas juste dans la boîte». C'est-à-dire pas juste réaliser le job pour lequel on est payé, mais vraiment réfléchir à notre boîte, à notre modèle, à nos offres et à tout ce qu'on peut apporter aux gens et de la façon dont on peut le structurer. Et donc de cette façon est venue, la mise en place d'ateliers. Et donc les ateliers, c'est quoi? Bah, c'est un moment où, on va parler pendant, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures d'un sujet et au début, on le faisait chaque semaine. Là, on manque un peu de temps pour le faire, mais c'est quelque chose qu'on va refaire et soit on fait, des ateliers pour régler un sujet. Par exemple, OK, nos offres, les gens comprennent pas forcément ce qu'on fait, donc du coup, on va en parler et on jette plein d'idées pendant 2 heures et puis après on synthétise le tout pour prendre des décisions, très important.
Ça, c'est un concept que je sors du livre La prodigieuse machine à vendre, qui est un livre incroyable sur la vente et qui parle beaucoup de cette idée d'atelier, de comment régler des problèmes dans sa boîte. Et c'est intéressant parce qu'on peut aussi le faire tout seul. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez vous bloquer un créneau par semaine pour dire, OK, sur ma boîte, et non pas sur mon taf client, mais sur ma boîte, ma stratégie, quel sujet j'ai envie de régler cette semaine? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Et après, de le faire régulièrement, tu vois, ça permet de vraiment avancer très, très vite là-dessus parce que tu as d'un côté le temps où tu vas faire travailler pour tes clients et faire entrer de l'argent et après le temps où tu vas, faire en sorte d'améliorer tes processus, de simplifier ta vente, et d'aligner tout le monde. Yes. Et donc, on développe tout ça, on se forme aussi sur certains sujets. Notamment, on suit pas mal la formation de The Family, enfin Coup d'État plutôt, sur la scalabilité des boîtes. Donc, comment est-ce que tu peux faire en sorte que ta boîte soit en grande croissance? Alors, c'est très théorique comme formation. Il y avait pas mal, il manque un petit peu de pratique selon moi, mais en tout cas, c'est quand même assez intéressant parce que tu as vraiment des concepts que j'ai pas forcément vus ailleurs, qui sont appliqués dans les startups, notamment pour croître. Et ça, c'est assez intéressant. Et du coup, on décide très rapidement de retourner sur notre fameux tableau à 72 offres et d'enlever 90% du contenu. Et vraiment, tu vois, on fait on regarde, mais sans pitié, on prend ce qu'il y a dans le tableau et on delete, quoi, on l'enlève. Et ça, c'est un moment assez intéressant parce que du coup, tout ce qu'on avait commencé à structurer, on avait passé du temps sur ce tableau, bah, en final, commence à se restreindre et on commence à apercevoir des débuts d'offres plus précises. Et plus on a d'appels avec les clients, plus on se rend compte de ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Et au début, on avait une offre qui coûtait 140 euros, qui était 2 heures de consulting pour trouver son client idéal. Et puis petit à petit, on a réussi à mettre en place certains processus et de l'amener un peu plus cher. Et du coup, c'est aujourd'hui devenu une offre qui est devenue standard. C'est-à-dire que c'est une offre que j'ai proposée une fois à un client et je me suis dit, mais en fait, cette offre, elle est top. Je pourrais la proposer à tout le monde. Et c'est comme ça qu'on a commencé vraiment à créer nos offres et notre méthodologie Somolto propre à nous avec plusieurs étapes. Et de cette façon-là, du coup, on a pu créer une routine par rapport à la vente. Et ça, c'est un truc super important. C'est-à-dire que les routines dans son entreprise, en termes, par exemple, de vente, en termes de comment est-ce qu'on prospecte, en termes de processus aussi, dans le sens où comment est-ce que je vends, qu'est-ce que je raconte aux gens, et le fait de le refaire, de le répéter encore et encore, ben en fait, ça permet tout le temps d'améliorer et ça permet aussi de devenir solide sur ce qu'on fait. Et ça, c'est vraiment un point intéressant parce qu'on a tendance souvent à changer plein de choses et à beaucoup bouger, à réfléchir à pas mal de choses, à essayer d'autres choses. Et là, l'idée, c'est un peu d'être dans les deux. C'est-à-dire, OK, tu as une routine, tu te dis, OK, la stratégie du moment, c'est celle-ci, et j'essaie de la répliquer tout le temps, tout le temps, tout le temps. En même temps, dans cette routine, comment est-ce que je peux améliorer certaines Ouais, étapes? ouais, Et les ateliers sont là pour ça. ouais. Pas être trop rigide non plus. Ouais, vraiment trouver le juste milieu entre ce qu'on va reproduire, ce qui marche et qu'on va reproduire avec rigueur et ce qu'on peut changer jour après jour. Ouais, c'est un vrai muscle, hein. C'est un vrai muscle. C'est clair. Et il y a des actions sur lesquelles tu peux changer totalement le cours de l'histoire, quoi. En meet-up, par exemple, avant, quand je faisais un événement, je proposais aux gens de les recontacter après et de leur proposer un rendez-vous. Et maintenant, à la fin des meet-ups, ce que je fais, c'est que je dis, s'il y a des personnes qui veulent qu'on aille plus loin et qu'on remette dans votre contexte ce dont on vient de parler dans la conférence ou l'événement que j'ai fait, eh ben, vous me dites et on prend rendez-vous tout de suite. Et ça, je multipliais par 6 mes conversions, quoi, tu vois? Genre, Waouh. j'ai eu, beaucoup, beaucoup plus, de rendez-vous à la fin et forcément, bah, qui dit plus de rendez-vous dit, plus de ventes et ça, c'est une règle importante, c'est d'essayer d'aller trouver des gens, alors pas n'importe qui, il y a des gens qui blindent leur agenda de rendez-vous et ça, c'est pas forcément nécessaire, mais par contre, d'aller vraiment chercher des rendez-vous qui sont intéressants, qui sont intéressés par ce qu'on fait, ça, c'est très important aussi et Mm. puis de les cadrer. Une autre grande décision qui était importante pour nous, c'est qu'avant, je faisais des rendez-vous d'une heure où je parlais avec les gens et je prenais vraiment des longs moments pour leur apporter de l'aide et leur apporter de la valeur en me disant, bah, si fais bien mon travail, ça va les aider. Le problème, c'est que j'en faisais trop, en fait. Et à la fin, les gens signaient pas parce ils avaient presque eu beaucoup de choses. Ils étaient en mode, bon, bah, maintenant, je vais essayer, puis je reviens vers toi par la suite. Sauf qu'ils revenaient jamais vers moi. Et c'est Mm. normal. Et donc, du coup, non seulement je perdais. Soit ils allaient coucher avec le voisin, ou soit ils faisaient eux-mêmes, quoi. C'est exactement ça. Et donc, des fois, je les prenais en train
voilà, de faire de l'adultère professionnel. Non, pas du tout. Et du coup, mon équipe m'a dit: «Mais, est-ce que tes appels d'une heure, tu peux pas les faire en 15 minutes?» Et je fais: «Waouh, ça va être chaud». Et puis j'ai commencé à le faire et puis en fait, ça a marché et ça a signé 4 fois plus. Parce que forcément, si tu donnes trop d'infos à la personne, je comprends qu'elle a envie de partir en fait, tu vois? Genre en mode, «OK, c'est cool, j'ai eu ce que je voulais, je vais essayer et puis on verra». Mais voilà, l'idée c'était de réfléchir, quel est le juste milieu? À quel moment, certes, il faut tout le temps apporter de la valeur à ses clients et ses prospects, mais à quel moment c'est trop ou à quel moment c'est plus nécessaire de le faire? Et parce qu'à un moment donné, il faut aussi aller vendre quoi, ce qu'on fait quoi. Et du coup ça a vraiment aussi aidé à signer beaucoup de clients et tu vois avec, toute cette routine, toutes ces choses qu'on a répétées encore et encore et en allant taper partout. C'est-à-dire qu'en gros, on a fait de l'acquisition sur des événements, mais aussi un petit peu en ligne. On avait nos clients existants, on a essayé de leur apporter encore plus d'aide sur différents sujets, de faire un peu de recherche et développement et du coup, ça nous a permis d'augmenter nos revenus récurrents. Bah, toutes ces choses-là mis bout à bout fait qu'on a vraiment fait un carton et pour le coup, on a facturé 16 000 € en tout, en cumulé, en un mois et demi. Et 16 000 €, ça correspond au chiffre d'affaires que je pensais qu'on aurait fait, allez, si on l'avait fait dans 4 mois, c'était cool, tu vois? Ah ouais. Non, Donc, mais c'est un beau chiffre hein, pour une entreprise toute neuve comme ça. bah, c'est ça, et en fait, le truc aussi, c'est qu'on a vendu beaucoup de petites prestations. Alors, on a quelques gros clients, mais on a aussi vendu pas mal de petites prestations et puis on a eu des cas aussi où on a vendu des prestations à 200 balles, puis après 300 balles et puis après le mec nous fait: «OK, j'ai beaucoup travaillé avec vous, heu, je veux faire, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose» et on se retrouve à faire un devis à 4 000 € et qui passe. Tu vois? Et enfin, c'est incroyable, quoi. Et donc toute cette accumulation de choses, cette accumulation de petits contrats et couplé aux autres gros clients qu'on a et qui nous suivent, qui sont des clients historiques, fait que derrière, on arrive à ce chiffre-là et on ne s'est pas du tout rendu compte qu'on était arrivé à ça, quoi. C'est un moment, mon Axel qui, me dit: là, ça fait un mois et demi, mais en fait, on a déjà facturé, 12 000, 16 000 € quoi». «Ah bon?» Tu vois? Donc voilà, donc forcément là, on change un peu de dimension et on se rend compte un peu du truc. Alors ça veut pas dire que, on va faire 16 000 € tous les jours, mais par contre, ça veut dire que, il y a vraiment potentiel et que la stratégie, elle, pour le moment, elle fonctionne. Il faut continuer de l'appliquer, il faut continuer de la répliquer, il faut continuer d'aller chercher, un peu ailleurs, d'améliorer ce qu'on fait et c'est, là-dessus, hem, que, je vais un peu finir, la dernière chose les dernières étapes qu'on a mis en place, c'est la création d'actifs marketing. Et ça, j'y crois beaucoup, surtout pour une agence. C'est-à-dire qu'une agence, le problème, c'est qu'une fois qu'elle a fini, de bosser avec ses clients, finalement, une agence, c'est des freelances améliorés, quoi, dans un premier temps, Ouais. tu vois? C'est-à-dire que c'est, des gens qui savent faire des choses et qui vont faire des prestations de com ou ce genre de choses. C'est done for you. Exactement. Le problème, c'est que, quand, tu as, quand tu as fini de traiter tes clients, bah, dans certains cas, voilà, ils vont pas forcément revenir tout de suite, ils ont déjà eu ce qu'ils voulaient et du coup, sinon tu peux vendre du récurrent et tout ça, mais quand même, tu vois? À un moment donné où tu es bloqué par la croissance parce qu'il faut quand même aller chercher de nouveaux clients et ça, c'est une erreur sur laquelle on est tombé. C'est pour ça qu'on a voulu, changer aussi quelque chose. C'est qu'à un moment, j'ai signé, peut-être, 1 client par jour, même le dimanche. Pendant une semaine, j'ai fait ça et puis on s'est retrouvé à avoir beaucoup, beaucoup de travail et du travail du coup qui commençait à s'accumuler et du coup, j'ai lâché ma casquette de prospection et je me suis mis à réaliser le job, avec mes collègues. C'est-à-dire qu'en gros, c'est mes collègues essentiellement qui s'occupaient du job et moi je m'occupais surtout de la prospection, de la relation client J'espère que et tu as mis un casque à la place. exactement, ça a été un peu compliqué et en fait, c'était, une grosse erreur parce que derrière, j'ai perdu totalement ma dynamique de prospection, tu vois? Et il vaut mieux être dédié à un poste, dédié à une mission et ne faire que ça, et d'avoir que ça à penser pour vraiment être efficace. Quand j'ai que la prospection à penser et le développement du produit et des clients, de faire en sorte que les clients soient contents et qu'on en trouve des nouveaux qui soient contents aussi, et ben, forcément, on est beaucoup plus efficace parce qu'on est obsédé que par ça. On peut gérer son temps un peu comme on le souhaite et on a moins de deadlines, en fait, à remplir. Donc on peut se concentrer sur ce travail-là. Ouais, Seb, moi je suis d'accord avec ça. Cependant, il y a un goulot d'étranglement qui peut se créer en aval. C'est-à-dire que si toi, tu leur apportes plein de prospects ou même enfin, plein de clients et que derrière, l'équipe ne peut pas délivrer, bah, il y a forcément un besoin de recruter ou en tout cas d'augmenter la capacité heu,
de production en interne. Exactement, et c'est là-dessus qu'on s'est heurté. C'est-à-dire que du coup, j'ai dû m'occuper de pas mal de missions, j'ai lâché la prospection, mais par contre, pour revenir après derrière sur la prospection, bah, il refaut de la chauffe, quoi. Tu vois, il refaut 2-3 semaines où tu fais que ça, où tu réactives à nouveau des rendez-vous, des partenaires et tu lances des nouvelles choses, mais ça prend un peu de temps. Et du coup, le fait de s'être rendu compte que malgré tout, on avait eu les fruits un peu de ce qu'on avait semé, bah, derrière, on commence à réfléchir à embaucher. Ça devient très concret, là, on a quelqu'un en tête. Et l'idée, c'est d'essayer de continuer d'avancer dans cette direction-là. Mais et puis, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut faire qu'en équipe. Et je me suis rendu compte que l'équipe, c'est vraiment quelque chose qui me manquait. C'est quelque chose qui permet d'avoir, pour moi en tout cas, qui me permet d'avoir un environnement qui marche pour moi. Parce que avant, lorsque j'étais tout seul, bah, je devais délivrer les prestations que je vendais tout seul. Et du coup, j'étais tout le temps en train de switcher entre ces deux casquettes, entre le vendeur et entre la personne qui réalise ou le coach. Et forcément, j'ai toujours galéré à vraiment avoir un chiffre d'affaires stable parce que j'arrivais pas à faire les 2 en même temps et j'arrivais pas à avoir aussi des leviers financiers pour commencer à automatiser certaines choses, à faire de la publicité et cetera. Aujourd'hui, le fait que, je vende et qu'on ait une équipe qui réalise les prestations, fait que ça rend quand même l'ensemble beaucoup plus simple. Ouais, ouais, j'imagine. Et juste pour terminer sur les actifs marketing, pour détailler un petit peu. Alors un actif marketing, c'est quoi? C'est quelque chose que vous allez mettre en place et qui va être durable, comme un actif financier. Tu vois? Quand tu achètes un immobilier, par exemple, ça peut être une sorte d'actif, financier, c'est quelque chose que, heu C'est un actif, hein, tout à c'est fait. ça, c'est si tu fais de la location, par exemple, bah, il te rapporte, du revenu. Et ben, l'actif marketing, c'est le même principe. L'objectif, c'est que ce soit quelque chose qui soit posé dans le temps, qui soit créé, qui soit durable et qui vous permette, bah, de développer votre projet. Et typiquement, ce qu'on a mis en place, il y a 2 choses là qui me viennent en tête, qui sont assez récentes d'ailleurs les 2. Premièrement, on a mis en place une solution de formation qui s'appelle le Canap. Et en fait, l'idée, c'est que nos clients, aujourd'hui, on les aide sur leur processus de vente. C'est-à-dire qu'on va avoir 2 phases. On va d'abord travailler sur leur processus de vente, leur tunnel de vente, donc c'est de comprendre leur client idéal et puis ensuite de créer une formulation qui fasse mouche, qui tape vraiment dans le mille. Et puis, une fois que c'est fait et qu'ils commencent à avoir des revenus de cette façon-là, une fois que tout est mis en place techniquement, là, on va travailler sur leur marque. Là, on va travailler sur le référencement. Là, on va travailler sur du contenu, toutes ces choses-là. Mais pas avant, parce qu'au final, selon nous, c'est pas utile de le faire avant, puisqu'au final, tu te disperses et tu as peu d'investissement possible au départ. Et donc, il vaut mieux augmenter le nombre de clients que tu as et donc ton chiffre d'affaires pour pouvoir ensuite investir dans le reste. Donc, problème, ok, tu fais ça, mais j'ai certains clients qui sont dans des situations où c'est compliqué pour eux d'aller vendre ou qu'il leur manque des connaissances techniques pour gérer certaines choses. Parce que du coup, si on gère leur marketing à eux, euh, c'est pas pour autant qu'on va gérer le développement de leurs produits, les négociations qu'ils vont faire, est-ce qu'ils signent des contrats ou pas, parce que nous, on leur apporte essentiellement, la plupart du temps, des prospects. Donc, c'est à eux de signer derrière. Et c'est pour ça qu'on a créé une plateforme de formation sur base de ce que j'avais fait aussi avant, qui s'appelle Le Canap. Et tous les clients Somolto y ont accès. Et dedans, il y a plein de vidéos de formation, mais très très courtes, qui vont durer 5 à 10 minutes, sur des sujets techniques, sur de l'automatisation, sur comment est-ce que tu négocies, sur comment est-ce que tu construis ton produit, construis ton offre, comment tu es un peu plus productif sur certains sujets. Et ça, l'idée, c'est vraiment d'avoir de la valeur ajoutée sur le long terme pour des clients. Et chaque nouvelle question qu'on va avoir d'un de nos clients, on va y répondre en vidéo pour qu'elle soit adaptable et visible pour tout le monde. Et ça, c'est génial parce que du coup, ça nous fait gagner un temps monstrueux et les clients, ils ont vraiment un support euh, un peu personnalisé et en même temps, voilà, tout le monde profite des questions de tout le monde. Mmh. Ça c'est génial, je trouve, comme idée, vraiment de combiner les 2, être, comme tu dis, une agence finalement, de communication, enfin de là, en l'occurrence, qui aide ses clients à vendre, et que toi tu apportes, ton côté, parce que je crois que tu es le plus avancé de l'équipe à ce niveau-là, ton côté, formation en ligne, que tu as déjà l'habitude de vendre, par toi-même. Je trouve ça génial, quoi. Je trouve ça génial de combiner. C'est une très bonne manière de pérenniser les clients. Et puis, en plus, ça a un objectif aussi de formation interne. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, demain, je recrute, bah, il a accès à la plateforme et du coup, toutes les process, tous les processus et tout ça, et ben, il peut aussi avoir accès, lui, Mmh mh. à ce qu'on fait pour les clients, et puis aux outils qu'on va utiliser. Et donc, tu vois, il y a un peu une pierre deux coups. C'est-à-dire qu'en gros, les clients, ils ont de la valeur en plus pour le même tarif.
tout le monde en profite. Eux vont avoir plus de résultats, donc ils vont être plus contents, ils vont en parler plus. Et puis en interne, ça me permet de former le staff, quoi. Ouais. Tu sais que t'es pas si con, toi, finalement. Je te remercie, Wesley. Ouais, je pense la même chose de toi. C'est le compliment de la journée, c'est. C'est ça. Con, Tu ça sais va. jamais comment tu dois le prendre, ce Ouais, compliment-là, tu vois. ouais. Mais voilà, ça, Prends-le c'est genre la positivement. révélation Non, ultime. non, je te taquine évidemment, mais c'est une super idée. Euh, voilà. T'as pas peur d'en parler d'ailleurs comme ça dans un podcast et de te faire piquer l'idée ou que quelqu'un fasse quelque chose de similaire? Non, parce que en fait, tu peux donner tous tes conseils. Ce qui compte, c'est la méthodologie et j'ai envie de dire la vision, mais dans le sens où qu'est-ce que tu as envie de faire qui soit cool. Et nous, on Mm. prend vraiment notre agence de façon épique. C'est-à-dire que pour nous, c'est vraiment un jeu et moi, je le vis vraiment comme voilà, quelque chose, une aventure un peu épique. Mm. Je me crois dans un film un peu, moi, quand Ouais, j'entreprends, tu vois. un jeu vidéo Et grandeur nature, quoi. ouais, c'est ça. Alors ça peut paraître complètement con, hein, disons les choses et pour certaines personnes qui vont être beaucoup plus rationnelles, très, très terre à terre et tout ça. Mais moi, je me crois vraiment dans un film dans lequel je suis le héros et je me dis, «Ouais, je veux mettre en place des trucs que personne, n'ont jamais fait. Je veux pas regarder que la rentabilité parce que sinon je le ferais pas» Mm. et au final, je sais qu'il y a un vrai avantage, à développer, ça comme ça et on a notre vision de notre projet. C'est-à-dire que si quelqu'un peut le copier, bah OK, il le copiera, mais bon, est-ce que ce truc a son identité? Est-ce qu'il a la même vision et tout ça? Effectivement, et puis en Voilà. plus, après, il y a l'application, il y a avoir l'idée, mais ou reprendre l'idée, mais il y a effectivement l'appliquer réellement, avoir le temps, avoir l'énergie, avoir l'envie, avoir les capacités, etc., etc. Ce qui est marrant, c'est que finalement, tu as réussi à créer ton propre grand Netflix, sauf qu'au lieu de payer 12 € par mois, t'en gagnes 12 000, quoi. C'est un peu ça. Mais, Non, c'est pas tu vois, ça. la plateforme, c'est quelque chose que j'avais déjà fait, en fait. Et tu vois, là où je voyais beaucoup d'échecs dans mes anciens projets et même quand j'étais indépendant, tout seul, où je galérais, hein, finalement, j'avais pas un chiffre d'affaires constant et tout ça. Bah, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui me l'a dit, juste hier. Quelqu'un, il m'a envoyé un message, vocal et il m'a dit, «En fait, tu récoltes ce que tu as semé pendant des années» et ça m'a fait un peu chaud au cœur parce que je me suis dit: «En fait, c'est un peu ça». C'est-à-dire que, par exemple, la plateforme de formation, je l'avais déjà mis en place, pour moi, pour, Sans Doute Vente. Elle avait jamais fonctionné comme j'aurais aimé qu'elle fonctionne, comme j'aurais aimé qu'elle fonctionne, tu vois? Et là, j'ai pu vraiment le faire, et ça a de l'intérêt, ça fonctionne bien et en plus, vu que je savais le faire techniquement, tu vois, la plateforme, j'avais déjà tous les outils, c'était déjà acheté depuis 3 ans. Donc, les outils fonctionnent et tout ça. Et j'ai mis la plateforme en ligne en un jour. Là où un débutant, moi, la première fois que je l'ai fait, j'ai quasi mis une semaine et j'ai failli me décourager. Et l'avantage, c'est qu'en plus, en termes de coût, ça nous coûte 0 par mois, quoi. Tu vois, là où une plateforme type Podia ou Teachable ou toutes ces plateformes-là Mmh. vont te coûter un certain montant, bah, là, tout est acheté, tout est fait et tout est Ouais, automatisé. ouais. Tu as vraiment profité de ça. Yes. Et pareil pour l'automatisation, c'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, je mets une vidéo en ligne sur ma plateforme et en fait, j'ai rien d'autre à faire. C'est-à-dire qu'une fois que la vidéo est mise en ligne sur la plateforme, l'article, il va se créer tout seul sur la plateforme et du coup, s'ajouter tout de suite dessus. Donc en fait, ça fait gagner vachement de temps et c'est tout des choses que, j'ai expérimentées par le passé de manière chaotique et sans résultat, que maintenant, j'ai pu mettre en place. Mmh, mmh, Et voilà, dernier actif marketing dont je voulais parler, c'est un jeu de cartes qu'on est en train de créer qui s'appelle, Objection et l'idée, c'est d'apprendre aux gens, aux entrepreneurs à répondre aux objections de leurs clients. Parce qu'une seule objection fait que, derrière tu peux perdre une vente et donc Wesley, ça, tu as testé la version 1. Là, ouais. on a fait une version 2 qui a plutôt bien fonctionné et juste le fait de mettre une photo sur nos réseaux sociaux et de dire: «Bah, voilà, on est en train de faire, de tester notre jeu Objection avec dans un meet-up avec des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, bah, ça a eu un impact assez énorme parce que tout le monde m'en parle et tout le monde l'a vu, quoi. En tout cas, dans mon réseau. Et voilà, tu vois, c'est des petites choses comme ça qui te différencient et c'est pas courant de faire ce genre de choses quand tu es une agence, tu vois. Donc, nous, on le fait parce que ça nous fait kiffer et puis on pense que ça peut vraiment apporter de la valeur à nos clients et on se dit, bah, comment est-ce qu'on peut les aider au maximum. Et certes, la rentabilité, c'est important. On y pense forcément quand on fait nos facturations et tout ça. Mais tous les extras à côté, c'est hyper important. C'est-à-dire que les extras à côté vont faire la qualité de ton produit, de ton service à la fin, je trouve. Ouais. Et ça, c'est quelque chose de très important. Tous ces détails.
Voilà un petit peu ce que j'avais envie de faire. Aujourd'hui, Somolto, c'est 2 étapes. C'est essentiellement le processus de vente et puis après, la développement de la marque et j'ai envie de terminer en vous disant, voilà, écrivez, parlez, rayez, changez, puis réessayez et il n'y a que comme ça que vous vous améliorerez. Très belle Voilà, mon phrase cher Wesley. de fin d'épisode. Mais Voilà, c'est et pas la tout à fait citation, fini. donc c'est de moi-même, donc vous pouvez me citer si vous voulez, hein. Avec les droits d'auteur. Évidemment, évidemment. On pourrait dire, Sébastien Boer a dit un jour, blablabla, blablabla. Voilà mon cher Wesley. Non, c'est fort instructif. J'ai hâte de voir la continuité de cette aventure Somolto qui démarre sur les chapeaux de roue. Et j'aime bien l'univers que vous créez, effectivement, le canap, l'idée de quelque chose de molletonné, de rassurant et de, en même temps, bouger vos clients, mais ce côté très chaleureux, très humain, d'être au service de vos clients d'une manière différente, quoi, en mode un peu vache pourpre. Voilà. Mais bon, t'en as Et déjà bien parlé. merci Wesley. Mais il y a aussi un truc important, c'est que peut-être que certains d'entre vous vont peut-être être un peu frustrés parce qu'on n'a pas donné la recette pour faire 16 000 euros finalement par mois. Mais en fait, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de recette en fait. On a fait des trucs, on a empilé des réussites et c'est ça qui a fait qu'on a fait ce résultat-là. Mais il n'y a pas un truc qui nous a permis d'avoir 16 000 euros d'un coup, tu vois. Il y a pas. C'est juste qu'on a testé des trucs, on les a testés jusqu'au bout à fond. Il y en a qui ont marché, d'autres qui ont pas marché. Et ce qui n'a pas marché, on l'a viré tout de suite, mais sans aucun état d'âme. Et puis en fait, on s'est même pas rendu compte qu'on était arrivé à ce chiffre-là en fait. On s'en est rendu compte, après coup. Et ça, c'est une énorme différence entre ce que je faisais avant et aujourd'hui comment je le vis. Et donc c'est pour ça en fait, ce qui est important, c'est pas le montant que vous voulez atteindre ou l'objectif, parce que de toute façon mettre un objectif, quand votre boîte a genre, 3 jours, ça sert à rien. Par contre, empiler des routines et tout confronter un maximum aux clients de toutes les façons possibles et ne pas faire que du online, parce qu'on parle que du online, mais forcément le online ça a un côté magique, mais ça l'est pas tant que ça. Utiliser tout ce qui est possible, quoi. Mmh. Taper à toutes les Mmh portes, mh. ouvrez toutes les portes à coups de pied et ça marche, quoi. Ouais. Merci pour tes conseils. Je pense que les personnes qui nous écoutent, quel que soit leur niveau d'avancement dans le business et même dans la vie en général, sauront pardon, en prendre les pépites. Et ils peuvent nous mettre des pépites aussi sur Apple Podcast, en nous mettant des étoiles et aussi en nous mettant des commentaires si vous avez envie de nous parler, vous pouvez le faire ici. Donc voilà, et n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que voilà, les podcasts, c'est un média qui est contagieux. Non, non, Wesley, non, je sens que tu rigoles, mais Non, je n'ai il n'y a pas d'allusion, il n'y a pas d'allusion. Mais effectivement, le bouche à oreille fonctionne très bien pour les podcasts. Et donc, du coup, si vous écoutez des podcasts et que vous avez des amis qui écoutent des podcasts, vous pouvez dire «Ah, tu connais Systemator?» Ça peut les intéresser, évidemment. On passe au truc de la semaine. Allez, c'est parti. Wesley, quel est ton truc de la semaine? Eh bien, mon truc de la semaine, c'est une entrevue que j'ai eue donc, ce jeudi 12 mars, qui était un grand jour pour la France, mais pour moi aussi, parce que j'ai eu une entrevue donc, avec une prospecte qui est en train de devenir une cliente. C'est celle qui a donc son studio de yoga à Lyon et qui, j'en avais parlé hein, dans l'épisode de la semaine précédente, qui a entendu ma conversation avec une autre prospecte que toi tu connais, Seb. Enfin, voilà, en gros, imaginez, vous êtes à une table avec un potentiel client et un autre potentiel client se lève et vient une personne qui ne vous connaissait pas se lève et vient vous interpeller en vous disant qu'elle kiffe la manière dont vous vous exprimez, votre philosophie, les services que vous proposez, etc., etc. Donc j'ai revu cette personne et ce qui est très instructif, c'est qu'elle est tellement à l'écoute, cette femme. Elle a tellement, je lui ai dit, des pierres précieuses en elle. Je reprends, tu parlais du concept du double diamant. Et je lui ai dit, tu as vraiment cette pierre précieuse. Là, l'idée, c'est de la polir ensemble à travers justement mes filtres à moi en tant que Wesley Joachim, en tant que concepteur-rédacteur. On va pouvoir raffiner ton message et lui donner encore plus de puissance et d'impact. Et ce qui est génial, c'est que c'est ça en fait que je voulais partager parce que je pourrais vous parler de plein de choses différentes. Elle a pris des notes, donc je lui ai demandé de me les partager. Moi, je lui ai envoyé mon devis donc officiel de mon côté par email. Et elle a noté plusieurs choses que moi je lui ai partagées.
et c'est marrant là de lire justement ce que je lui ai dit et qu'elle a retenu de mon message, tu vois? Mmh. Parce qu'elle Ouais. nous écoutait parler donc la semaine précédente, depuis sa table, elle était en train de bosser et puis elle avait pris des notes avant de venir me parler et là, elle m'a dit: «Bah, je j'ai bien la confirmation que ton message est le même» et moi pourtant j'avais pas de trame toute prête dans ma tête, mais j'ai ressorti exactement les mêmes concepts sans les préméditer si tu veux. Donc déjà ça, c'est super intéressant et elle m'a aidé et c'était ça moi que je voulais vous partager, c'est elle m'a aidé à, à mettre sur le papier ma philosophie et la manière dont j'ai envie de bosser avec mes clients et dont je bosse peut-être déjà avec certains clients, tu vois? Et ça me j'ai envie de f voilà, je vois de faire le raccord avec, ce que toi tu as partagé un peu plus tôt dans cet épisode, Seb, concernant le processus de Somolto, de définition, de précision d'une offre. Au début, on est un peu too much, on part dans tous les sens, on a plein d'idées. Mais ensuite, à travers ce que le client ou le prospect va, capter et dire: «Attends, ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça j'aime bien», on va pouvoir affiner la chose et taper exactement au bon endroit. Et elle, elle m'a permis, enfin, elle a joué ce rôle de miroir et je l'en ai remercié pour ça, pour qu'on crée vraiment quelque chose de puissant ensemble. Elle se rend compte qu'elle, ça fait, 5 ans qu'elle enseigne le yoga, hein. Je pensais que elle était nouvelle dans le game, mais en fait non. Ça fait 15 ans 20 ans même qu'elle en pratique, je crois, enfin 15 ans. Elle a une trentaine d'années et donc elle a aucune présence sur la toile, tu vois, sur internet et Ouais. moi je suis tellement content de pouvoir l'accompagner. Elle est d'accord avec mes tarifs en plus. Elle m'a dit: «Ouais, je suis prête à payer le prix, pour justement, poser mon empreinte sur la toile». Elle a vraiment des choses à apporter, mais elle sait pas du tout comment le faire. Elle a un parcours, beaucoup plus académique, tu vois? Et c'est tellement beau de co-créer, de voir que quelqu'un est expert dans un domaine où moi je connais très peu de choses en yoga. J'ai fait quelques sessions quand on était à Lisbonne et j'en fais vite fait chez moi. Mais, moi je peux apporter vraiment mes compétences, en communication finalement. Et et c'est quelque chose qui me branche, quoi. J'ai vraiment envie d'être, ce copilote, de communication, ce bras droit un petit peu, de personnes qui ont déjà quelque chose, qui ont déjà un concept et moi je suis là pour tailler leur pierre avec eux. Ça, c'est super intéressant donc affaire à suivre. Là, en tout cas, elle m'a dit que ce serait pas pour tout de suite parce que le studio va fermer, pour cause, voilà, à cause dont tout le monde parle en ce moment. Mais en tout cas, on va quand même bosser. C'est plus elle pour sa marque personnelle finalement, pas d'abord pour le studio de yoga, mais pour, elle en tant que professeure de yoga, indépendante. Donc heu, donc voilà, très belle chose. J'ai envie de passer plus de temps avec des gens comme ça, que ce soit dans le business ou en dehors. C'est super, c'est clair et en fait, l'exercice un petit peu de déjà d'avoir sa philosophie, c'est un truc qui marche super bien et nous, c'est un truc qui nous a énormément permis d'aller très vite enfin, pardon, c'est un truc qui nous a permis d'aller très vite sur Somolto aussi parce que c'est quelque chose que sur lequel je réfléchis depuis plusieurs années, moi, pour ma part et j'ai, dans mes contenus, une, certaine approche aussi, une certaine philosophie, de ce que je pense, et du coup, ça renforce ce que tu dis. C'est, l'exercice un peu du manifeste, dont parlait Victor Ferry dans l'épisode où on l'a invité et nous, on l'a fait pour, Systémator et ça vraiment permet vraiment d'avoir les idées claires, d'avoir, ouais, de créer sa philosophie, de réfléchir comment est-ce qu'on le met en place et comment est-ce qu'on réalise, heu, ce qu'on a envie de faire pour les gens, quoi, Mmh, dessus. mmh, mmh. Exactement, exactement et c'est encore mieux quand on le fait à leur contact et qu'on a un feedback et moi, cette personne-là m'aide, très concrètement, elle aura contribué à l'écriture de mon manifeste, de ma philosophie et à la personne que je suis en train de devenir, dans mon activité. C'est ça et c'est un excellent moyen de différenciation aussi puisque, bah, tu vois, dans ton domaine, tu as plein de concurrents et nous aussi et le fait d'avoir, fait ce travail vraiment un peu épique justement, tu vois? Donc, Mmh. c'est quoi à quoi je pense, c'est quoi les grands problèmes, les grands sujets que j'ai envie de prendre à bras le cœur, les erreurs que font tout le monde et que j'ai envie de faire en sorte que les gens ne fassent plus. Ouais, c'est un vrai, vrai sujet et il y a vraiment de la place pour les gens qui font ce travail de fond, ce travail de réflexion sur leur philosophie. Très beau, très beau. Je réfléchissais, mais je pense qu'on a à peu près enfin, il y a rien à ajouter. On pourrait en parler des heures de ça, mais je pense qu'on aura l'occasion de le développer dans le prochain contenu. Quel est ton truc de la semaine, toi, Seb? Bah, j'ai enfin réussi à traquer le temps, à timer le temps, mon cher Wesley. Copyright, JCVD. Exactement. Et donc du coup, donc on utilise Toggle, hein, l'outil, qui permet de traquer le temps et en fait, c'est un truc que j'ai jamais réussi à utiliser de ma vie. Genre j'oubliais tout le temps et tout ça et ça m'a pris d'un coup et
on l'a lancé et c'est fait, tu vois. Genre, je l'ai mis en place pour toute l'équipe. Donc maintenant, je peux pister toute l'équipe. Donc c'est génial. Et je peux voir qui travaille pas, par exemple, ou qui fait mal son boulot, ou qui ne met pas les informations aussi, tu vois. Ou qui se log pas sur Euh, Google. Exactement. Mais pour le moment, tout le monde le fait plus ou moins. Et tu vois, je me suis notamment rendu compte. Alors, je savais que ma cofondatrice et notre PDG, parce que tu vois, Somolto, c'est aussi une entreprise moderne, tu vois. C'est une entreprise, tu vois, qui casse les codes, tu vois. Notre CEO, c'est une fille, c'est Camille, tu vois, c'est bien, tu vois. C'est une femme. Voilà. Oui, c'est une femme. Oui, bon, voilà, fille, femme. Voilà, mais Un individu moi, de genre féminin. individu, voilà, exactement, tu vois. Non, je rigole, mais du coup, je savais que c'était une machine. Mais par exemple, là, si je vais juste sur ses stats, tu vois, dans la boîte, il y a eu 77 heures de travail enregistré, dont 38 d'elle. Et il faut savoir qu'en moyenne, je pense que tu es d'accord, Wesley, Ça fait en 50. termes de travail productif, tu fais, tu fais entre 4 heures, 3, 4 heures, 5 heures maximum de Par travail jour. productif, tu vois. Voilà. Et bah, par exemple, je le dis, elle a fait 9h07. Mercredi, elle a fait 7h35. Mardi, elle a fait 7h55. Ça fait mal. Tu vois, c'est vraiment une machine, quoi, tu vois. Et genre, en gros, c'est vraiment abusé, quoi. Genre, elle est à 38 heures de travail enregistré cette semaine. À mi-temps. À mi-temps. À mi-temps, enfin, elle compte aussi son autre entre guillemets travail, mais en fait, elle est prestataire pour une autre boîte. Et moi, à titre de comparaison, donc elle est à 38 heures de travail enregistré. Et moi, à titre de comparaison, qui fait quand même des gros horaires, je suis à 27 heures de travail enregistré, quoi. Tu vois, travail vraiment réel de production. Alors que j'ai déjà bourriné comme un malade, quoi. Ouais, après, chacun, c'est pas juste le nombre d'heures, c'est aussi l'impact. C'est toujours le même débat, mais effectivement, ça force à l'admiration de sa part. C'est ça. Mais du coup, c'est super intéressant parce que ça nous permet de savoir, OK, où va le temps dans notre boîte. Et c'est là encore plus quand tu n'es pas tout seul à travailler dessus. Parce que tu peux à peu près savoir où va ton temps quand tu travailles, parce que, bah, en théorie, tu vis avec toi-même. Donc, voilà. mais, mais quand tu es avec des gens, et notamment que tu es à distance avec eux, bah, ça te permet vraiment de savoir où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui, et voir, OK, c'était quoi les projets sur lesquels ils ont bossé aujourd'hui et tout ça, quoi. Donc, Mhm. ouais, Toggle, j'ai bien réussi à le mettre en place. Puis il y a un côté un peu addictif de vouloir remplir des stats, de vouloir remplir des tableaux. Et c'est assez sympa. Ouais, ouais. En théorie, tu vis avec toi-même. En pratique, c'est pas toujours aussi simple. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et ben, voilà, mon cher Wesley. J'espère que cet épisode vous a plu. Juste, petite parenthèse productivore, peut-être, pour les gens qui sont Mm. autour de Lyon. Oui, Productivore, bah, effectivement, du fait du coronavirus, hein, je l'ai dit, c'est pas grave. On a Pas tenu quand grave, même c'est la une fin. heure. Non, non, on suspend les sessions qui avaient lieu au Libellule Café tous les mardis. Je suis en train de voir, mais je vais très probablement les remplacer par des sessions en ligne. On va voir, on va en parler d'ailleurs juste après l'enregistrement avec Seb, si tu as le temps. Comment on le fait, par quel outil. Mais je compte bien effectivement continuer à poursuivre ça. Et c'est une manière aussi de se retrouver et de se serrer les coudes dans ces temps difficiles et de continuer à être productif. Je crois que c'est ça aussi le challenge. C'est comment est-ce qu'on continue à créer, apporter de la valeur pour résoudre les grands problèmes de ce monde et les petits. Et voilà, le faire avec d'autres personnes parce que dans son coin, c'est pas toujours évident. Exactement. Et donc, ouais, vous pourrez être productif en ligne, sauf si vous avez des enfants, auquel cas, bah tant pis, parce que il va falloir s'en occuper. Et voilà. Donc, merci à tous. Si vous voulez d'autres informations sur Systemator ou voir les autres épisodes, vous allez sur systemator.tech, systemator.tech, Tech. Et puis, voilà, on se retrouve lundi prochain, même lieu, même heure. Et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.